Je me présente, je viens du Médoc, j'habite à Gaillan-en-Médoc, donc en Gironde. Je suis diplômée du DU de mycologie que j'ai passé à la faculté de pharmacie de Lille en 2019. Voilà pour, on va dire, les présentations Voilà, moi qui arrivent. je m'appelle Pierre-Yves Julien et j'ai participé aussi à cette même formation du DU de mycologie de Lille. Et je fais partie d'une association mycologique qui s'appelle la SMF en Île-de-France, du coup. Et toi Je fais partie du SEMA aussi avec Jacques. Oui, on va en parler. Jacques Boyer, je suis sur la région bordelaise aussi. Donc il faut beaucoup vous aimer pour venir vous voir, avec tous ces kilomètres et tous ces virages qu'il y a. Mais c'est une belle région, c'est très bien. J'ai passé le DU de myco aussi, sous l'influence de notre belle ambassadrice Aurélie Sanchez, qui a incité plusieurs de nos camarades à passer cet examen validant. Aurélie et moi sommes gestionnaires d'une société qui s'appelle, une association 1901 reconnue d'intérêt général, qui s'appelle le CEMA, C-E-M-A, Cercle d'études mycologiques en Aquitaine. Et c'est une association qui a pour but de travailler, c'est plus un groupe de travail, entre personnes qui ont déjà un certain acquis mycologique. Et puis nous travaillons soit ensemble, soit séparément pour confronter nos résultats et essayer de se mettre d'accord, quand on y arrive, sur la détermination d'un champignon. Et notre association est ouverte aussi sur le grand public et nous avons des partenariats avec différentes municipalités de chez nous. Je ne vais pas vous les citer parce que ça ne vous dirait rien. Et le principal partenaire, c'est le Centre antipoison de Bordeaux, qui est affilié à ce qu'on appelle la mycoliste, c'est-à-dire une liste d'une soixantaine de mycologues à travers toute la France, qui est à disposition des médecins urgentistes et qui permet à ces médecins de pouvoir mettre en place, lorsque la détermination est faite, des protocoles pour le plus rapidement possible, pour essayer de sauver les gens qui se sont intoxiqués la plupart du temps tout à fait bêtement. On en reparlera certainement tout à l'heure. Aurélie fait partie aussi de la mycoliste. On reçoit à peu près 30 à 40 messages par jour de la part des centres antipoison. Et ça monte évidemment lorsqu'il y a des périodes de pousse comme ça va le faire ou comme ça c'est en train de le faire. Et ce qui fait que sur tous ces mycologues au niveau national, il y en a toujours un de réveillé et qui répond le plus rapidement possible pour le grand bien-être des patients. C'est un peu pour ça aussi qu'on est là, mycologue, et qu'on fait de la pédagogie, que ce soit aujourd'hui pendant le forum Mycélium, ou aussi au cours des sorties, quand on a des sorties avec les associations, pour justement faire connaître aux gens en fait les bienfaits, mais aussi les risques que peuvent avoir les champignons. Surtout bien identifier les dangereux, quoi, les champignons dangereux, les très toxiques. Il y a énormément de gens qui ne connaissent pas la maladie de phalloïde. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais. Et je crois qu'il y a dans le journal justement aujourd'hui, c'est une dame de 82 ans qui est décédée en Isère, qui s'est empoisonnée avec apparemment des phalloïdes au milieu de sa poêlée de cèpe, quoi. Sur la mycoliste, quand on reçoit des demandes d'identification, des fois on a des photos à peu près correctes, mais des fois c'est des champignons déjà cuits, quand les gens ont pensé à prendre la photo, quoi. Ouais. Donc on va discuter un peu de plusieurs thèmes. Ouais. Donc la mycologie, qu'est-ce que c'est ? Peut-être un peu aussi pour présenter, parce que nous, on fait plutôt de la mycologie plutôt que de la myciculture ou voilà, des trucs un peu à côté. On va parler aussi des associations mycologiques, qu'est-ce qu'on y fait, pourquoi on y va et tout ça. On peut aussi parler du diplôme universitaire qui n'a pas forcément le même angle d'attaque que les associations mycologiques. Et puis on peut parler aussi des ressources en fait, qui peuvent vous permettre de mieux connaître les champignons par vous-même et
les différents réseaux qui peuvent venir en entraide, que ce soit sur Internet ou parmi des ouvrages en fait, qui sont très pédagogiques et très bien faits en fait, et qui peuvent juste par vous-même vous aiguiller sur vos déterminations. Et voilà. Ouais. Alors, je dirais que déjà pour commencer, c'est bien de s'inscrire dans une association mycologique parce qu'il y a tout un vocabulaire lié à la mycologie et puis tout un tas d'autres choses, quoi. Donc c'est vrai que l'approche peut être difficile quand on va prendre un livre de mycologie comme cela, hein. Personnellement, quand j'ai commencé la mycologie, il n'y avait pas d'association. Enfin, je t'ai contacté après, Jacques, mais il n'y avait pas d'association proche de chez moi, ou alors à 1h30 de chez moi. Donc je me suis débrouillée avec les réseaux, avec Facebook. Et il y a des pages Facebook où il y a de grands mycologues aussi qui vont modérer la page, qui vont aider à l'identification des champignons. Donc c'est comme ça que j'ai commencé et que j'ai fait pendant plusieurs années. Je me suis ensuite rapprochée du CEMA et de Jacques, ça fait quelques années, peut-être 4-5 ans maintenant. J'ai fait quelques sorties. Alors après, c'est vrai que le CEMA est sur Bordeaux et que le Médoc est à 1h30, 2h. Mais, et puis je me suis décidée à passer ce DU pour vraiment avoir des bases solides et avoir une connaissance plus fondamentale de la mycologie. Donc ouais, la mycologie, c'est vraiment, pour moi, l'étude des champignons, que ce soit leurs caractéristiques physiques, quels sont les moyens en fait pour déterminer des récoltes, parce que c'est quand même ça la première chose. Enfin, le but premier d'un mycologue, c'est aussi d'expliquer aux gens lequel est lequel entre guillemets, pour éviter du coup que les gens mangent les toxiques, etc. Donc ça c'est un des premiers buts, mais aussi c'est pour aiguiller la curiosité de ceux qui veulent en savoir plus et qui va un peu répondre du coup aux questions pour dire voilà, tel champignon pousse plutôt dans tel habitat, il a plein de faux amis qui lui ressemblent beaucoup, et donc on va venir aiguiller sur les caractères un peu distinctifs. Et tout ça dans une bonne ambiance, souvent sur le terrain, en forêt, à la cool, le samedi après-midi ou le dimanche après-midi. Et ça permet d'amener des connaissances chacun à son niveau, parce que le mycologue s'adapte finalement à son auditoire. Hein. Si on a des questions qui sont très basiques, on va y répondre avec sympathie. Et si les questions se font de plus en plus pointues, on est aussi là pour répondre aux gens qui ont des questions plus pointues. Et ça permet de découvrir le monde des champignons, mais aussi leurs écosystèmes. Ça permet de se raccrocher aussi un peu à sa région, parce que selon qu'on va dans une forêt ou dans une autre, ça ne peut pas être forcément le même type de terrain ou avec les mêmes arbres. Donc on va découvrir différentes espèces qu'on n'a pas forcément dans les autres milieux. Voilà, donc je pense que ça vient complémenter en fait une approche un peu de biodiversité aussi, se rendre compte en fait de la richesse qu'on a dans nos régions, tout ça. Ouais. On peut rajouter que quand on veut commencer, quand on veut s'intéresser aux champignons, en général c'est parce que le père ou le grand-père ou qu'on habite dans une région où il y en a. Et au début, c'est ce qu'il faut faire. Vous avez vu que les bouquins sont impressionnants, encore ceux-là, ils sont relativement des livres de poche, et grande poche quand même. Ce que je veux vous dire, c'est que parmi les 160 000 champignons recensés en Europe actuellement, il y en a 20 qui sont mortels, et il y en a 20 qui sont de bons comestibles. Donc globalement, ça vous fait 40 champignons à connaître par cœur, avant d'entamer les petites subtilités sur les uns et sur les autres. Et commencez par connaître ceux qui sont mortels ou des méchants toxiques. Et puis, si vous aimez les champignons par la queue de la casserole, ne mangez que ce que vous connaissez parfaitement. Les cèpes, les girolles, les pieds de mouton et quelques autres. Mais il n'y en a pas tant que ça qui sont de bons comestibles, au sens gustatif du terme. Parce que méfiez-vous, dans les bouquins, il y a marqué comestible. À ce propos, achetez-vous des livres récents
Des bouquins qui ont plus de 10 ans, vous allez trouver des champignons, c'est marqué comestibles, etc. Le système hospitalier, la médecine a fait d'énormes progrès. Et ces champignons qui, à 10 ans, étaient notés comme comestibles, sont passés dans les toxiques, voire dans les mortels. Donc, si vous voulez faire de la mycologie, des bouquins récents, ça coûte entre 20 et 30 euros, c'est tout à fait abordable. Et à partir de ça, les vins mortels, connaissez-les par cœur, dont la manille phalloïde, qui est ubiquiste, on en trouve partout. Et les vins comestibles, réservez-vous ce que vous connaissez parfaitement bien. Si vous avez des doutes, allez voir le pharmacien. Globalement, les pharmaciens, ils ne connaissent pas grand-chose. Ce n'est pas une critique par rapport à eux, c'est la formation de leur université qui fait qu'ils ont 6 mois de mycologie sur 4 ans ou 5 ans ou 6 ans maintenant, que les gamins potassent ça pour passer les examens, après ils referment, sauf quelques-uns que ça intéresse et qui vont continuer de leur propre chef. Si le pharmacien n'est pas compétent, vous avez forcément une association mycologique dans votre secteur, pas très loin, comme disait Aurélie tout à l'heure. Donc il y a des profils très divers, hein. Il y a ceux qui font partie d'associations mycologiques qui veulent passer un cap supérieur. Il y a des futurs pharmaciens qui, dans le cours de leur formation, en fait, ont besoin de passer cet examen. Il y a aussi des gens qui travaillent en parapharmacie et qui veulent du coup avoir plus de conseils sur la toxicologie et puis comment on appelle ça, les métabolites secondaires, là, les principes actifs de certains champignons. Et du coup, en fait, le DU vient ouvrir la porte c'est vraiment multidisciplinaire, où on a à la fois qu'est-ce qu'un champignon, quoi, quelles sont les cellules qui le composent, comment il vit, comment il se reproduit, comment il interagit avec son habitat, avec les autres espèces, parce qu'il peut y avoir, enfin, sans rentrer trop dans les détails, mais il y en a qui font des associations avec les arbres, ce qu'on appelle les mycorhiziens. Il y a les saprophages qui, du coup, mangent de la matière morte. Et donc, on essaye d'appréhender, en fait, un peu les différents modes de vie et modes de reproduction et modes de chasse, comment ils se procurent leur nourriture, voilà, pour mieux les comprendre. Après, il y a toute une partie taxonomie un peu, des fois, qui peut paraître un peu rébarbative, mais qui, du coup, vient vraiment structurer les idées sur, voilà, tel champignon appartient à telle espèce, et ça permet de mieux comprendre, en fait, pourquoi ce champignon appartient à cette espèce. On va vraiment donner un cadre vraiment très structuré à cet apprentissage qui vient complémenter, en fait, celui qui a été fait sur le terrain soit pendant vos balades et vos déterminations personnelles. Voilà, donc il y a forcément de la pharmacie, de la toxicologie, parce que c'est quand même la base, en fait, de pourquoi le DU a été fait au début. Et il y a des chapitres un peu plus nouveaux, entre guillemets, qui sont la biologie moléculaire, parce que la science est en perpétuelle évolution, et aujourd'hui, c'est devenu un peu un incontournable quand on veut aller plus profond dans les sujets. Il y a aussi un aspect inventaire, parce qu'il y a eu récemment, en fait, la création d'une liste rouge pour les champignons, de la même manière qu'elle avait été créée pour les oiseaux, les animaux, etc. Donc là, c'est en 2021, je crois, qu'elle a été officialisée. Et donc ça apprend à comment collecter des données et comment les traiter, de manière à faire une remontée d'informations, de manière à alimenter cette liste rouge et à faire prendre conscience à chaque Français de cette espèce est rare et est en train de disparaître, et il faut la sauvegarder, alors que telles autres, en fait, sont en train d'être en plus grand nombre chaque année, et devient presque invasive aussi. Et c'est vraiment une formation très très complète, qui peut même vous révéler, en fait, il y a certains aspects, en fait, qui peuvent naître, qui peuvent aiguiser votre intérêt, en fait, au cours de ces... manière aussi, à un moment donné, à une année donnée, d'être au courant des dernières nouveautés qui évoluent sans cesse, d'accord, mais ça permet de faire le point, pour les gens que ça intéresse, des connaissances à un moment donné.
Donc le premier bouquin que vous voyez là, de Régis Courtecuisse, donc, qui a été un de nos professeurs, et Pierre-Arthur Moreau aussi, qui était un très grand mycologue reconnu mondialement. Donc on a eu la chance et le défi de passer le DU là-bas, on peut dire ça, quoi. Donc c'est un peu les élèves qui rencontrent leur maître, quoi. C'est ça. Et donc c'est aussi en quelque sorte pas un passage de témoin, mais on vient rencontrer ceux qu'on a connus juste à travers du coup les bouquins de détermination. Ouais. Ouais. Moi, je dirais que chacun vient avec ses points forts, entre guillemets, aussi à ce DU, parce qu'il est quand même proposé et à valider pour les étudiants en pharmacie en 5e année. Donc nous, on a rencontré justement des étudiants de 5e année quand on y a été. Enfin, moi, personnellement, ce n'est pas du tout ma spécialité, hein, je ne suis pas du tout pharmacien ou quoi. Je suis venu comme Aurélie, en fait, pour complémenter des connaissances en mycologie. Et on a rencontré des jeunes qui, du coup, n'avaient presque pas mis les pieds en forêt avant de passer le diplôme. Par contre, eux avaient tout un bagage en fait, de biologie ou de microbiologie, etc., que nous, on n'avait pas du tout. Et eux sont arrivés avec ces points forts-là et ont été beaucoup plus à l'aise dans d'un point de vue théorique, où ils savaient déjà comment fonctionnaient les cellules des champignons, quelles sont les molécules qu'ils émettent entre eux, etc. Et nous, on était quand même plus à l'aise avec Jacques, par exemple, sur le terrain, pour faire des déterminations soit à l'œil, soit après avoir regardé dans les bouquins ou passer le champignon au microscope. Je pense que je conseillerais aux gens d'abord de faire une année ou deux en saison dans une association myco pour ne pas être pris au dépourvu quand on va avoir toute cette taxinomie dans le DU qui va arriver très dense comme disaient Aurélie et Jacques. Ouais. Mais ça peut venir vite, en faisant plusieurs sorties sur 2 saisons, on apprend vite sur le terrain. Ouais, ça c'est. Moi, ce que je conseille aux débutants en mycologie, c'est d'abord, c'est de ne pas s'éparpiller. En fait, il faut choisir ses combats. Et je dirais que ce qui est important, c'est d'ailleurs de se faire aider par les gens qui sont dans les assos et qui vont vous dire, concentre-toi sur tel aspect, en fait. Aller jusqu'au genre, par exemple, avant d'aller jusqu'à l'espèce pour les déterminations. Essayer de comprendre, en fait, de quoi est constitué le champignon. Est-ce qu'il a un voile? Est-ce qu'il n'a pas de voile? De quelle forme sont les lames? De quelle forme est le chapeau? Il y a tout un vocabulaire, en fait, à acquérir qui, du coup, est incontournable, je dirais. Si on veut faire de la mycologie, chaque genre, on l'a déjà dit, mais on va le répéter, le vocabulaire est quand même assez important. Ouais. Et ça permet de se diriger dans les bouquins aussi après. Ça. Parce que chaque groupe d'espèces, chaque groupe, que ce soit les bolets, que ce soit les amanites, vont tous avoir des caractéristiques assez différentes. Mais voilà, donc les amanites, on sait qu'elles vont avoir des lames libres, certaines ont un anneau, d'autres pas. Ça, on ne va pas pouvoir s'y fier. La volve aussi. La sporée. La sporée, c'est quelque chose de très important. Quand on a un doute sur une espèce, on va faire une sporée. Donc on enlève le pied, on prend son chapeau, on le met soit sur du papier d'alu, soit sur une feuille blanche, et on le laisse chapeau sur la feuille faire sa sporée. Donc les spores vont se déposer et on va pouvoir voir la couleur de la sporée. Donc une amanite va avoir une sporée blanche, les plutées, une sporée rose, les cortinaires rouille. Donc on va avoir tout un tas de couleurs différentes qui vont pouvoir nous aiguiller quand on a vraiment un doute et qu'on n'a pas réussi à reclasser le champignon dans son genre avec les autres caractéristiques, quoi. Et lorsque vous voulez identifier un champignon, le mettre dans un tiroir ou dans un autre de la classification, vous pensez toujours à déterrer le pied profondément. Oui. Le couteau que vous avez dans la poche, il sert pour le casse-croûte, d'accord, mais il sert à déterrer le champignon et surtout pas lui couper le pied au ras du sol. Alors qu'on voit très souvent des pieds coupés, etc. Ça, ça ne nous permet pas de vous donner et même nous, de trouver un genre ou une espèce correcte. Parce que sur le pied, la plupart du temps, par exemple les amanites, on verra ça ensemble tout à l'heure si vous voulez, ont dans la terre, en bas du pied,
des caractéristiques qui permettent de penser que c'est tel ou tel champignon. Donc un champignon, ça ne se coupe jamais. Et puis, Bon, d'accord. Il faut repérer l'habitat du champignon, c'est important aussi. Sous feuillu, sous conifère, est-ce qu'on est en montagne, on est en plaine? C'est aussi important de le noter, quoi. La nature du terrain aussi. Ouais. Acide ou calcaire. Bon, quand on peut, quand on sait, parce que c'est pas forcément évident. Mais les arbres aux alentours, c'est important. Et parfois d'aller même plus au-delà que d'un feuillu, un bouleau, un chêne, un châtaignier. Donc il faut repérer ça aussi. Ça va dans la suite de ce qu'on disait, que la mycologie aussi amène à Exactement, l'écologie, voilà. entre guillemets. Il faut observer l'habitat et le milieu, l'environnement. Ouais. Oui. Le DU de Lille permet d'aborder des sujets d'application concernant la connaissance du fonctionnement des champignons et de la mycologie. Donc, si j'ai bien compris, la mycologie appliquée. Est-ce que c'est un sujet qui est abordé en mode... vous verrez ça plus tard sur votre temps libre. Est-ce que c'est un sujet qui est réellement abordé ou pas du tout? Ou qu'est-ce qu'un champignon? Qui est partagée lors de cette formation permet de comprendre au niveau cellulaire. Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Comment fonctionnent les différentes cellules avec des noms. Tout à fait. Jamais ailleurs. exactement ça. Voilà. Ce sujet jusqu'à ce niveau-là. On apprend qu'est-ce qu'un champignon déjà. Voilà, comment il se nourrit, à quel règne il appartient, le classer par rapport au règne du vivant. Hein. Et puis, au fur et à mesure, on avance, mais on va vraiment dans le détail de tout, quoi. Donc c'est... oui. D'un point de vue biologique, on va apprendre aussi comment le champignon fait pour reconnaître son environnement. Tout à fait. Quelles sont les petites molécules qu'il va disséminer dans son environnement pour savoir où se trouve l'eau, où se trouvent les sels minéraux, où se trouvent aussi ses voisins, parce que, entre guillemets, pour faire un mycélium viable qui va pouvoir se reproduire, les spores en fait, vont créer des petits mycéliums primaires qui vont essayer de se sentir pour se fusionner, par exemple. Donc on va apprendre la reproduction. Il y a tout un tas d'aspects en fait, moi je pensais même pas apprendre ça sur ce temps-là. Je pensais vraiment qu'on allait faire de la taxinomie et de la toxicologie. Et en fait, non, c'est beaucoup plus vaste et varié. Et globalement, ça répond à des questions qu'on n'aurait même pas imaginé poser. Tout à fait. Oui. Alors, est-ce que vous parlez de l'impact possible du champignon dans le changement climatique et dans la régénération des sols Alors, on parle surtout du changement climatique sur les champignons, déjà dans ce sens-là aussi. Après, dites, allez-y. Changement climatique sur les champignons? Quel impact pourrait avoir le champignon sur le climat? Comment améliorer du coup des cultures et des sols avec les champignons, ça c'est pas forcément abordé. Il n'y a pas de myciculture dans le DU. Non, c'est pas abordé par contre. Pas de la culture. Sur la culture, c'est le conversion. Sur les champignons. Oui, justement, et donc, même dans le cadre de cette liste rouge des champignons et de la base mycologique nationale, on en parle parce que forcément le climat change. On a des champignons qui poussent du côté méditerranéen qu'on commence à retrouver plus au nord. Enfin, voilà. Moi je vais cueillir des fois en Essonne et je retrouve des espèces méditerranéennes. Tout à fait. Parce qu'elles sont thermophiles et elles se plaisent maintenant au nord de la Loire. Il y a des champignons australiens qui viennent de bien ailleurs et qu'on retrouve maintenant ici. Chez nous, le clatre par exemple, ou même Favolacea. Voilà, et c'est des champignons Ça c'est pour les champignons macroscopiques, ceux qu'on voit à l'œil nu. Mais on Après, a aussi, pour le sol, on parle aussi un peu des parasites, là, des arbres, tout ce qui est maladie chancre du châtaignier, l'encre du châtaignier, la maladie du frêne, etc. Il y a aussi beaucoup d'études qui sont faites et on en aborde un peu là en cours de phytopathologie pour montrer l'évolution en 30 ans. C'était d'abord juste en Bulgarie, Russie, etc. Et puis ça s'est déplacé vers l'ouest et aujourd'hui, en fait, presque tous nos frênes sont attaqués par cette maladie. Sur la vigne, par exemple, il y a une maladie qu'on appelle l'ESCA qui est provoquée par plusieurs champignons, micro-champignons, et qui a tendance à disparaître
grâce ou à cause de la sécheresse. Donc les vignes sont beaucoup moins atteintes et ça a été prouvé, il y a une étude de l'INRA là, de 2021. Donc en Gironde, en tout cas chez nous, c'est le cas, quoi. On voit qu'il disparaît parce qu'il fait plus sec. Ouais. Du coup, aussi, comme vous êtes ceux qui se ressemblent le plus à un pharmacien ou une pharmacienne ou un médecin, est-ce qu'il y a aussi une sorte de réflexion autour de tout ce qui se passe au niveau des champignons thérapeutiques, les dosages? Oui, ça c'est abordé. Ça, par contre. oui. En toxicologie, on en parle. Oui, alors tout est très récent quand même hein, dans ce domaine-là. Je suppose que tu parles un peu du microdosage, etc. et sur des protocoles qui sont mis en place surtout aux États-Unis, que ce soit pour la dépression, enfin pour soigner la dépression ou d'autres, hein, même je crois que c'est pour des gens qui sont en fin de vie même, hein, de cancer. Si, aussi, ouais. Mais ça, après, il y a des lois. Et je pense qu'en France, on est loin quand même, très loin. En ayant fréquenté une université, en contact avec la médecine traditionnelle, française, européenne, etc., vous avez l'impression que dans ce genre de DU, il y a une porte qui peut être ouverte. Avec le prof qu'on a en toxicologie, oui, largement. Parce qu'on il parle des principes actifs, donc forcément, il vient parler de ce qui tue, mais il vient aussi parler de ce qui soigne. Et donc du coup, c'est dans les deux sens. Et du côté psychédélique aussi, enfin, on l'a abordé ça aussi, hein, beaucoup. Hein, ouais. Donc ça, on l'apprend. Ouais. Oui. Pour rebondir sur la question justement de la médecine liée aux champignons, à moins que je ne sois pas à jour, on est toujours sur 2 seuls champignons autorisés, la pénicilline et celui qui a un impact sur le système immunitaire, pour les greffons. Exactement, la cyclosporine, c'est ça. Je crois que c'est cyclosporine. C'est ça, ouais. On va dire que la science a un retard monstre en mycologie. Enfin, je pourrais dire ça. C'est vrai que... c'est qu'on a vraiment laissé quand même ce domaine, en fait, il y a encore à défricher. Il y a énormément à faire, quoi. Voilà. C'est-à-dire qu'au début, on vous forme, on vous apprend, on vous explique les principes actifs trouvés dans les différents champignons, etc. Pas tous, heureusement. Pas tous, hein. Mais pour beaucoup, hein. La validation de ces connaissances et donc l'application de l'utilisation des champignons en médecine, c'est là-dessus on est en retard. C'est sur la connaissance même. C'est ça. En tout cas, au début, on vient t'appuyer sur le fait qu'on manque de connaissances sur les espèces en elles-mêmes. Ouais. Parce qu'en fait, on pensait, je prends un exemple bête, hein, mais par exemple, le Ganoderme luisant qui est présenté comme dans plein d'études, en fait, la lutte contre le cancer, ou la lutte contre le sida, etc. On se rend compte aujourd'hui qu'il a des sosies dans le monde et que finalement, celui qui est en Asie aurait les principes actifs. Et pas le nôtre. Et celui européen qui ressemble comme 2 gouttes d'eau, en fait, n'a pas ces principes actifs-là. Donc voilà, il y a un manque de connaissances en fait, très fines sur les espèces. Mais c'est en perpétuelle évolution. Hein. Quand on voit le nombre de publications qui sont faites sur des nouvelles espèces, etc., au fur et à mesure chaque année, c'est impressionnant. On parle de l'explosion de la biodiversité, c'est juste qu'en fait, on analyse et on regarde plus finement en fait, les espèces, notamment avec la biologie moléculaire. Et c'est pour ça qu'on a une explosion du nombre d'espèces aussi. C'est ça. C'est quoi le nom de l'autre champignon que la pénicilline? Cyclosporine, enfin c'est une molécule, la cyclosporine. Pour les greffons, c'est ça, ouais. Beaucoup de médicaments sont utilisés en médecine, mine de rien. Mais ce n'est qu'un début. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est abordé sur d'un angle, sur un sujet large du rapport on en parle un petit peu, je crois que pas, mais il en parle un peu. L'agriculture et les champignons. En fait, c'est pas dit de cette manière, mais c'est pas dit de cette manière, mais en fait, tu vas avoir les clés pour comprendre en fait pourquoi ce système-là peut pas être forcément. À un moment, ça coince, quoi. Parce que la monoculture, voilà. Oui, voilà, c'est pas abordé des sols, frontalement, parce que le DU est pas là pour faire de la politique ou quoi, mais toi-même, tu vas comprendre en fait que y a quelque chose qui cloche en fait dans le. Puisque trop de traitements, mais la nature du sol, les champignons en eux-mêmes ne sont plus là, et après, c'est que des pathogènes qui vont s'installer, quoi. Est-ce que pour autant,
instruit sur l'ensemble des champignons et de la mycologie, et donc vous pouvez parler de ces sujets-là, ou vous pouvez devenir d'une certaine façon dans un débat public une forme d'autorité. Est-ce que vous êtes... On a une responsabilité en tant que... acquise par, vous disiez, les gens qui ont écrit les livres, qui Oui, oui. disaient depuis des 15 ans. Je veux dire, on a une responsabilité. Du moment qu'on s'engage, par exemple, sur une identification de champignons, enfin, je pense que c'est même comme tout le monde, tu engages ta responsabilité. Donc il faut être prudent, ouais. Il faut être sûr de ça, ouais. Ouais. Et c'est pour ça qu'on t'apprend aussi à dire je sais pas quand Exactement. tu sais pas. Ouais. Et dans le doute, enfin je le rappelle, mais tout le monde le sait, s'il y a un doute, c'est dans le compost la récolte. Ouais. Voilà. Ouais. Des ouvrages datés d'il y a 10 ans Oui. n'étaient pas forcément à consulter parce que certains champignons étaient annoncés comme comestibles alors Oui. qu'ils ne le sont plus. Aujourd'hui, est-ce que c'est le champignon qui a évolué ou est-ce que c'est la connaissance de ce champignon qui a révélé effectivement une forme de toxicité? C'est surtout la connaissance et l'évolution de l'histoire de la médecine. C'est les cas Et qu'on va apporter. parce qu'au début, bon, ben, il y avait des morts, on ne savait pas trop d'où ça venait, ou c'était des morts naturelles, on pensait que c'était des morts naturelles. Et puis, il y a eu la médecine qui a fait d'énormes progrès, il y a eu l'informatique, il y a eu les recoupements, il y a eu des recherches statistiques, et on s'est aperçu que tel symptôme était en fait représenté beaucoup plus qu'on l'imaginait avant. Et c'est surtout l'évolution de la médecine, parce que le champignon, il est là depuis très longtemps. Il n'a pas vraiment bougé, sauf si vous allez le ramasser dans des endroits très pollués, comme des décharges, des bords de route, le cèpe qui pousse au bord de la route. Théoriquement, c'est pas très bon, parce que l'oxyde de carbone, ça pénètre partout. Et que les champignons sont d'excellents récepteurs de métaux lourds. On dit métaux traces maintenant, mais bon. Donc, mis à part les endroits très pollués, le champignon, il n'a pas bougé. Il est là depuis des millions et des millions d'années, bien avant nous. Tu peux donner un petit exemple comme le tricolome équestre? Voilà, classique. Je te laisse en parler. Ouais. Et chez nous, sur la côte atlantique, il y a un tricolome qu'on appelle en langage vernaculaire le bidaou. C'est du patois de chez nous, ça, que tout le monde connaît, qui se ramasse sur la dune atlantique. C'est tout près de l'océan, il n'y a aucun problème. C'est un champignon tout jaune pour que les gens se... Et qui Oui. est vendu dans le commerce. On en fait beaucoup, comme les cornichons, dans la Saumure, donc à l'apéro. Vous en avez à midi, on invite les copains, on leur refait le soir. Et tout le monde vous dit que c'était dans la tradition. Oui. Il se trouve qu'il y a eu au moins 12 morts en 10 ans, en plus de 10 ans, et que, pour répondre aussi à votre question, les progrès de la science et de la médecine et de l'analyse fine statistique a fait que, pardon, on a rapproché ces décès avec ce champignon. Petite parenthèse, on ne connaît toujours pas la toxine d'ailleurs, hein, Non, mais parce que la recherche, ça coûte provoque, très très quoi. cher et que... Bon, ça, on ne va pas rentrer dans la politique, mais que ça a été abandonné parce que c'est beaucoup trop onéreux par rapport aux si peu de cas malheureux qui auraient été déclarés. Alors, petite anecdote, on fait, puisqu'on est de Bordeaux, on fait souvent des conférences, enfin, conférences entre guillemets, des interventions grand public dans les secteurs où le bidaou sévit. Et je vous promets que les personnes âgées qui ont de l'auditoire, et ils viennent me voir, me disent, toi le petit jeune là, ce qui me flatte parce que j'ai bientôt 70, mais toi tu connais rien, moi j'en mange, mon grand-père en a mangé, papy en a mangé, etc. Vous nous racontez des histoires, vous y connaissez rien. Ok, juste après mon intervention, c'est en général Magali Labadi qui est la chef de service du centre antipoison, qui est un personnage truculent, qui arrive à vous faire rire avec des histoires horribles, de décès, de choses comme ça. Et elle vous présente les choses d'une manière tac, 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 et le petit vieux au béret qui est au fond, moi bientôt, on n'entend plus parler. Donc il y a une difficulté de nos associations, quelles qu'elles soient, à prévenir le grand public. Ça fait partie de nos... En tout cas, déjà sur cette de espèce, notre quoi. charte, si vous voulez, de partage de connaissances,
Mais je vous promets qu'on a des réticences fortes là-dessus. Hein. Mais il y a plein de champignons, l'armillaire qui était consommé, Ouais, alors c'est pas mortel, mais maintenant on conseille de ne surtout plus le manger, quoi, parce qu'il y a il peut y avoir de grosses gastroentérites. Il y a aussi des champignons qui sont plus présents maintenant en France que ce qui a pu être dans les dernières années. Ouais. Il y a un champignon qui est inconnu du grand public qui s'appelle Pleurocybella porigens, qui ressemble à un pleurote tout blanc. Et ça, il n'y avait pas d'intoxication il y a genre 20-30 ans parce que le champignon était très très rare ou pas présent du tout sur le territoire. Alors qu'aujourd'hui, il gagne du terrain. Et voilà. Donc on ramène en fait des problèmes de l'extérieur, entre guillemets, aussi. Et au risque de vous décevoir, les champignons ne sont pas faits pour être mangés par l'humain. Nous n'avons pas les capacités enzymatiques pour digérer un champignon. Ça, il ne faut pas le dire au frère Marcon, hein, parce que... oh là 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 là. Mais globalement, nous n'avons pas l'équipement qu'il faut. Et parce qu'un champignon, c'est formé, les membranes, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est formé de ce qu'on appelle des sucres complexes, comme les tréhaloses, comme les mannitols, etc., qui sont des sucres très difficiles à couper en petits morceaux pour pouvoir les digérer. Et puis il y a une molécule qui s'appelle la chitine. La chitine, c'est ce qui sert à faire la carapace des insectes et la carapace des crabes et de tous les crustacés. Donc, quand vous mangez un cèpe, vous mangez une aile de grillon. Ça n'a pas le même goût, d'accord. Mais cette fameuse chitine est complètement indigeste pour nous. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas confondre comestibilité et gustation. Il y a des espèces qui sont très bonnes et qui font pas qui sont comme le cèpe de Bordeaux, enfin les Dulis qu'on connaît tous. Et c'est sapide, ça a du goût. Mais ça ne vous apporte pas grand-chose. Il apporte quelques infimes protéines, 2 ou 3 antibiotiques et quelques vitamines. Ça, c'est pas un problème d'alimentation. Et comme disait Aurélie devant les caméras d'Affaires 3, c'est un condiment, le champignon. Voilà. C'est pas un aliment. Et pour finir, les champignons, mangez-en ce que vous connaissez parfaitement, de temps en temps. Pas de ventrée, s'il vous plaît, et surtout pas par repas successifs. Oui, voilà, il faut vraiment manger... Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet de dose cumulative qui peut poser problème comme sur... le tricolome équestre dont on vous parlait tout à l'heure. En fait, avec n'importe quel champignon comestible, si vous en mangez des quantités importantes sur plusieurs repas successifs, vous risquez une grave intoxication. Donc il faut manger 100-150 grammes de champignons une fois par semaine. Il faut être raisonnable et voilà, le considérer comme un condiment, quoi. Pas en manger parce qu'on pourrait très bien se faire une intoxication avec des cèpes. Ouais. On n'aurait pas idée de manger un steak de 800 grammes tous les midis, tous les soirs pendant 8 jours de suite. Bon, ben, les cèpes, quand il y en a, c'est la même chose. Il faut les partager avec les copains, vous en mangez quelques-uns. Vous remplissez les congélateurs s'il reste de la place, de ceux de l'année dernière. Les champignons frais. C'est les pires. C'est presque les pires. Non, c'est pas les pires, mais si, il y a une molécule qui s'appelle l'agaricine, qui est présente surtout dans le champignon de Paris. Je ne sais pas si je leur dis ici, oui, qui est mutagène, cancérigène. C'est des études prouvées depuis plusieurs années, hein, donc on ne le lit pas trop, on ne l'entend pas trop. Mais déjà, il faut vraiment faire cuire ces champignons, hein, parce que... On va dire qu'elle diminue quand même cette toxine, mais elle reste quand même présente, donc il faut en manger peu, très peu. Ouais. Oui, retenez aussi que les champignons, ça ne se mange pas cru. Ouais, il faut alors le petit carpaccio de cèpe qu'on a mangé, le petit bouchon là trempé dans un peu d'huile d'olive, etc., délicieux, vous oubliez aussi. Et on disait aussi que le champignon de Paris, on pouvait le mettre en salade crue, vous oubliez aussi. Tout ça parce que la médecine a fait des progrès et qu'on s'est aperçu d'eux. Et que c'est dommage d'avoir des gros soucis, voire des décès pour un problème d'appétit. Ce qui est compliqué avec les champignons, c'est qu'il y a une grosse susceptibilité individuelle aussi.
Par exemple, très souvent, oui, moi j'ai mangé, etc. Ma femme en a mangé aussi. Moi, j'ai jamais été malade. Ma femme a vomi toute la nuit. Il y a des personnes en fait qui les assimilent mieux que d'autres. Et enfin voilà, Oui, c'est très individuel. Ouais, c'est ça, la assez réaction, individuel. ouais. 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 Je suis allé en Chine, à Canton, dans le marché des champignons, ce qui est vraiment impressionnant. Ouais. De voir autant de champignons, Ah oui. surtout séchés, il faut beaucoup sécher. Il semblerait quand même que les Chinois mangent beaucoup de champignons, même la nourriture asiatique, pas uniquement, hein, souvent mélangée quand même, avec des légumes. Et donc, il semblerait qu'eux aussi, ils en cultivent beaucoup parce que c'est une ressource alimentaire Tout à fait. Ouais. facile à produire et que j'entendais souvent dire des gens, oui, comme les champignons, ça contient beaucoup de protéines, ça pourrait être une alternative à la viande pour mieux diminuer les consommations de viande. Il en faudrait une sacrée quantité, Et quoi. ce que vous semblez dire, ça ne semble pas être le cas. Si on augmente la quantité de Exactement. champignons, c'est pas bon pour notre santé. Non. si j'ai bien compris. Non, c'est pas bon. Mais je pense qu'au niveau calorique, il faudrait, pour être Oui, équivalent à de la viande, il faudrait une quantité monstre, quoi. Donc, non, je suis pas sûre que... Le champignon doit rester un condiment. Voilà. Et on parle du coup de Chine, etc. Même le champignon noir, là, l'auricularia, là, Oui. il est avéré qu'en trop forte quantité, il y a des intoxications. Des érythèmes aussi. Ouais, voilà, des trucs un peu horribles, hein, Ouais. qui peuvent même faire des maladies de peau, etc. Ouais. Donc c'est qui? C'est Paracels qui disait c'est la dose qui fait le poison. quoi. Ouais, exactement. Voilà, c'est ce que je voulais parler, Tout à fait. parce que vous aviez dit des anciens qui mangeaient des champignons et qui visiblement n'étaient pas malades, comme ce qui semblait vous dire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ça, le fait que l'homme toujours s'adapter à l'environnement avec aussi des substances qui étaient plus ou moins des poisons, mais à partir du moment avec des doses moindres, l'organisme se défend et finit par pouvoir les manger sans pénalisant. Est-ce que justement le fait qu'aujourd'hui on mange beaucoup plus des choses stérilisées, tout ça, est-ce que peut-être on a moins de résistance par rapport Moi, je pense pas. Ouais, je je pense sais que pas. les informations, en tout cas avant, de nos anciens, ne remontaient pas comme elles remontent aujourd'hui. Il y avait des intoxications aussi. Il y en avait aussi. Et notre corps, biologiquement, n'a pas changé. On sera toujours sensible à telle ou telle molécule, c'est sûr. Vous disiez qu'il fallait surtout pas couper les pieds, mais surtout le faire en profondeur. Et alors j'avais souvent entendu que ça empêchait la multiplication, enfin en tout cas la reproduction de ce champignon, donc c'est pour ça qu'il fallait le couper. Donc voilà, c'était Il y a eu une étude qui a été faite pour démystifier ça. Ouais. Et aujourd'hui, on sait que arracher le champignon, raisonnablement, il ne faut pas prendre la moitié de la forêt avec, hein, mais arracher le champignon et le couper à la base, c'est le même impact. Voilà. Ça va, en tout cas, ça ne fera pas de mal au mycélium en Ce qu'il ne lui-même. faut pas, c'est piétiner la zone, Ouais. venir à 50 sur le spot de cèpe, là vous allez le détruire. Voilà. Ouais. Et il ne faut pas trop retourner aussi l'humus, les bois morts, etc. qu'il y a autour, parce que le mycélium, donc le champignon, là en fait, si pour les novices, hein, mais le champignon, ce qu'on voit là, c'est juste l'organe reproducteur du champignon. Voilà. Le champignon Il reste est sous dans la le sol. terre, ouais. Et en fait, quand on vient prélever la fructification, on ne fait pas mal aux champignons, en fait. Non. Hein. On en prend juste une... C'est comme si on prenait une pomme, quoi, sur un arbre, Là, il faut par exemple. reprendre l'idée du pommier et de la Voilà. pomme. Ouais, voilà. Lorsque vous cueillez une pomme, si vous ne cassez pas la branche, vous avez des chances de retrouver Voilà. des pommes l'année prochaine. Parce que ce que nous on appelle le mycélium, c'est ce qui est enfoui dans le sol, comme le tronc du pommier que vous voyez à l'extérieur. Bon, tant que vous ne touchez pas aux branches et au tronc, votre pommier va produire. Et maintenant, si vous cassez les branches, ça ne va pas trop le faire. Le mycélium, c'est pareil. Comme vient de dire notre ami, ce n'est qu'une fructification. Oui. On ne dit pas fruit chez nous, parce que fruit en botanique, il faut qu'il y ait fleurs. C'est pour ça qu'avant, on disait carpophore, et que maintenant, on dit sporophore. Bon, c'est un petit détail de mycologue, mais bon, c'est pas grave. Mais juste pour vous expliquer, sporophore, ça veut dire porteur de spores. Les spores, c'est la petite graine qui permet la reproduction, comme chez nous, comme partout.
Voilà, donc Si on me demande justement tant que de vous l'enlever, abîmez pas le mycélium, c'est bon. de l'enlever en entier, c'est vraiment pour l'identifier et vraiment être sûr à 100% de ce qu'on cueille, quoi. C'est vraiment pour voir tous les caractères du champignon. Donc, vu qu'il n'y a aucun impact à le couper ou à l'arracher, autant l'arracher, quoi. Et le déterrer proprement, Voilà. comme a expliqué Jacques tout à l'heure. Et Et juste, voilà. Par exemple, sur le cas d'une amanite que vous connaissez tous, si vous la coupez au ras ici, vous allez vous priver de la collerette déjà, et vous allez vous priver de tous les caractères distinctifs qui sont au bas du pied et qui sont excessivement importants pour affiner une détermination. Alors, vous voyez que quand elles sont lavées par la pluie, il n'y aura plus du tout. Elle ne Oui, sera plus du tout méchée, elle va être peut-être toute lisse. Et en plus, ici, on trouve une espèce qui a un anneau jaune. Donc on pourrait presque la confondre avec une amanite des Césars, qui est un très bon champignon. Donc il faut faire attention, d'où l'important de tout prendre. Parce que l'amanite des Césars, elle a vraiment une volve en sac. Donc ça, elle vient voilà, se mettre Voilà. Comme ça. ça revient au vocabulaire qu'on disait tout à l'heure. Ouais, exactement. Il faut avoir Faut un peu de connaître un petit vocabulaire peu pour bien s'exprimer. Et juste pour terminer, là, avec ces histoires de ne pas trop retourner la terre, etc., c'est parce que le mycélium, en fait, Ouais. vit en surface, enfin, Quasiment, oui. on va dire dans les 20 premiers centimètres du sol. Et c'est pour ça que si jamais on vient trop retourner ou on vient Tasser, etc., en fait, gratter, on vient ouais. le fracasser, quoi. Enfin, Ouais. En souffrance. Oui. voilà. Ouais. Et du coup, il va moins bien aller après, quoi. Voilà. J'ai une question. Oui. Si on fait une cueillette et qu'on n'a pas de pharmacien qui s'y connaissent bien dessus, qui est-ce qu'on peut contacter pour justement faire une identification sur cueillette? Alors si c'est tout un panier, il vaut mieux qu'il y ait soit quelque chose d'organisé par une association, et il y a des associations qui ont des journées, alors il faut se renseigner auprès de chez vous, qui ont des journées d'identification de panier, quoi. Donc sur des créneaux horaires, parfois c'est de 5 à 7 le lundi, enfin je vous dis, mais ça en général, ils font des séances de détermination en pleine saison. Et à ce propos, méfiez-vous des applications sur smartphone. Oui, tu as raison. En Oui, on tout en a ce pas qui parlé. est végétal, botanique, ça marche très bien. Vous photographiez une fleur et vous avez tout de suite tout ce qu'il vous faut dessus. Les champignons, c'est beaucoup trop complexe. Il faut avoir l'odeur, il faut avoir la couleur, et il faut se méfier des couleurs. Les russules passent par toutes les couleurs du monde, rien que pour nous embêter. Et méfiez-vous de ces applications. Elles sont pour le moment pas du tout efficaces et terriblement dangereuses, parce qu'elle va vous amener à dire « Ah oui, c'est du comestible, je vais le manger ». Mais surtout, ce sont des applications américaines. Donc, ça moi, va je pas. les ai testées. J'en ai testé 3 ou 4. Donc, on n'a pas, pas les mêmes espèces. Ouais, Donc, il y a des mélanges de genres ou des espèces qu'on va nous donner qui n'existent pas chez nous. Ou carrément, c'est un autre genre. On n'est pas du tout. Moi, je connais le champignon que je suis en train de... sur lequel je demande l'identification, oui, c'est très dangereux. On tombe complètement à côté, même d'un mortel, quoi. Et à contrario, si vous allez à l'étranger, faites attention. Ouais. Ça peut ressembler comme 2 gouttes d'eau champignon aux champignons que vous comestible. ramassez du coup à côté de chez vous, Ouais. mais c'est pas la même espèce. On n'en est pas encore à une mondialisation. Non, là, non. Ben, l'exemple caractéristique, ce sont les gens qui vont passer Noël, etc., ou les fêtes quand il fait bien froid chez nous, quelque part aux Antilles ou bien au soleil, et ils trouvent dans le jardin de l'hôtel ça, là. C'est celui-ci. Ouais. Et comme le ça, là, chez nous, tout le monde la connaît, c'est la lépiote élevée, la coulmelle, et on sait que c'est comestible. Ils sont tranquilles à l'hôtel, dans la pelouse. Oh, ils se font une petite omelette et ils finissent leur séjour 4 ou 5 jours à l'hôpital. Ouais. Parce que c'est globalement la même vue de loin. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut être très attentif pour faire une détermination. Il vous faut tous les critères. La couleur, l'odeur, la texture. Et c'est ça que les applications ne peuvent pas fournir pour le moment. Je ne vois pas comment ils le feraient. Donc voilà, méfiez-vous pour ce que disait Pierre-Yves. Lorsque vous allez à l'étranger, ça peut y ressembler, mais c'est autre chose. Moi, je voulais rebondir juste un peu sur les histoires de cueillette. Ça va sans dire, mais on va le rappeler quand même,
que si vous ne connaissez pas Ouais. le champignon que vous ramassez, ça ne sert à rien d'en ramasser 20. Ouais. Ramassez-en 2 ou 3 Pas plus, à ouais. différents stades de vieillesse, entre guillemets, enfin C'est important d'avoir oui, d'âge, différents... pour avoir ouais. un peu toutes les caractéristiques qu'on peut Tout à voir fait. mieux sur un jeune et mieux sur un adulte. Mais ne ramassez pas 20 champignons qu'à la fin vous allez mettre au rebut parce que, Et que vous ne mangerez pas parce et que que c'est vous trop. mangerez pas. C'est trop. Voilà. Il faut prenez le temps, faites Ouais. une sortie, pour les Essayez nouveaux, aussi sélectionnez-en 2, 3, 4, travaillez, etc. ces 4 champignons-là. Essayez de proposer Et une, puis, une faites identification une- aussi. ouais. Il faut essayer de proposer, essayer avec un bouquin, et ensuite vous allez confirmer sur une asso, quoi. C'est bien de travailler aussi dessus, parce que c'est facile de remplir son panier, d'aller à l'asso et de tout faire. Bon, on le fait, hein, c'est pas un souci. Ouais, pour être sûr, quoi. Ouais, ouais. Et globalement, ne ramassez que des spécimens en bon état. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Oui, on ne fait pas dans la gérontologie. Non mais voilà, c'est ça. Parce que- Avec les bouquins et Internet, on s'en sort relativement facilement. Et Hein. puis, c'est Vous vrai avez que- un site qui s'appelle MycoDB. Ouais. Vous Qui est avez, très bien, ouais. c'est magnifique. MycoDB. MycoDB. DB. Après, c'est bien aussi les réseaux sociaux. Hein. Sur Facebook, il y a plein de pages sur les champignons. Il y en a 2-3 qui sont un peu plus sérieuses que d'autres. Hein. Parce qu'il y a des pages qui vont être vraiment pour le ramasseur de champignons qui va faire un peu des tablés. Mais il y a d'autres pages, comme Champignons de France, c'est mycologie numérique. Il y a Champignons de France, je ne sais plus laquelle. Enfin, il y a 2-3 pages où vous allez mettre votre champignon en photo, essayer de donner quelques descriptions, peut-être sur l'odeur et autres. Des photos de préférence in situ. c'est-à-dire, Oui, sur surtout, place, c'est important. ou à Ouais. côté de la voiture. Ouais. Parce Faites- que la plupart du temps, on a des photos sur le carrelage de la cuisine. La lumière n'est pas la Sur même. la Faites lumière les photos en artificielle, lumière naturelle. Ça ouais. vous change toutes les lumière naturelle, couleurs, il c'est y a pas pas bon de- du tout, quoi. Et puis une coupe aussi du champignon. Là, vous le prenez Ouais. en entier. Donc, Dessus, un profil, dessous. Dessus, dessous et une coupe. Parce Et qu'il y a une des coupe. changements de couleur qu'il faudra noter. Quoi. Ouais, il faut bien comprendre que la mycologie, c'est tout sauf une histoire d'intuition. Oui. La plupart C'est du vrai. temps, quand on commence la mycologie, ah oui, mais ça c'est celle-là. C'est la pire des méthodes. Et la mycologie, c'est une affaire de raisonnement, comme vous a expliqué Aurélie. C'est petit à petit, avec ce qu'on appelle des clés de détermination. Clé, ça veut dire petite serrure qui s'ouvre, qui vous amène vers un autre tiroir, etc. etc. Donc, ne jamais se précipiter pour dire, ah, c'est ça. Et comment et pourquoi? Et parce que les lames, parce que, etc. etc. C'est cette suite de raisonnement qu'on affine beaucoup dans le début, d'ailleurs. Hein. Exact, c'est vrai. Moi, j'ai pas mal voyagé chez des pathologistes, comme on dit, qui ont des connaissances des fois assez impressionnantes botaniquement. Et justement, c'est beaucoup aussi avec, alors là, une sorte d'intuition avec l'odorat et tout ça. Moi, je pense qu'il y a eu beaucoup d'accidents dans l'histoire de l'humanité. Mais comment, on peut se poser quand même la question, comment à l'origine, ils savaient. Ben, c'est une culture. Ensuite, hein, c'est... C'est un ensemble d'erreurs et peut-être aussi l'intuition. Forcément, il y en a qui sont morts hein, dans l'histoire en goûtant. Enfin, pour les champignons, on pourrait parler de mycologues qui ont fait des expériences aussi sur des animaux, sur des chiens, pour voir quelle dose va être létale ou pas. Donc, au fur et à mesure, on en rajoute. Il y a des ouvrages où on peut lire ça. Hein. Donc, il y a eu des expériences de fait, oui. Et je dirais même que les anciens ont très bien travaillé, Oui. parce qu'en fait, aujourd'hui, on a la révolution de la biologie moléculaire, etc., mais qui vient vraiment surtout confirmer le travail des anciens qui ne l'avaient pas, plutôt que de vraiment toute la remettre en question. Et voilà. Donc, les bouquins qu'on a aujourd'hui, etc., racontent, enfin, au tenté ce qu'il en est, mais globalement, en fait, c'est quand même une science qui avait des bonnes bases déjà depuis plus de 100, 150, 200 ans. Hein. Voilà. Oui, et en France, enfin, ça a été très longtemps fer de lance de la mycologie européenne et mondiale. Et aujourd'hui, on continue à avoir des grands spécialistes, même si le reste du monde commence à avoir aussi beaucoup de très bons mycologues. Ouais. Et c'est vrai que c'est une famille aussi.
Le DU, oui, c'est les mycologues, c'est une grande famille, quoi. Voilà, vous voyez, nous, on vient de Bordeaux, il y a Paris, Et puis là, on Saint-Bonnet. vient, on vient confronter aussi nos expériences parce que, enfin voilà. Et vous voyez, on vient plusieurs jours, on va se retrouver, et puis voilà, ça va être que du bonheur, quoi. Non, c'est très, humaine. c'est très convivial en Très- vérité. Ouais. Convivial. Et on fait ça bien le soir aussi. Ah mais c'est important à dire aussi. Ouais. C'est une bonne ambiance. Ouais. Mais je crois qu'on a terminé, qu'il n'y a plus de questions. Voilà. Merci. Merci de votre attention. Ouais.